C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef au magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors la une de Politis cette semaine, Pierre? La une de Politis, toujours ce conflit Israël-Palestine avec ce déni d'humanité dans la bande de Gaza. Et la diplomatie française, c'est surtout la diplomatie française qu'on interroge qui est assez inexistante en fait. Alors, l'impossible unité nationale sur le front politique en France après le massacre du Hamas, les bombes sur Gaza et l'assassinat d'un professeur à Arras. La classe politique se déchire, la NUPES implose, la droite et l'extrême droite assomment de critiques le gouvernement pour son impuissance à procéder à l'expulsion des étrangers dangereux. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va-t-il profiter de ce drame d'Arras pour faire voter sa loi immigration? Il affirme que si elle avait été votée, l'expulsion de l'assaillant d'Arras aurait été possible. Alors déjà, je reviens sur votre présentation qui est très bonne. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que, et d'ailleurs, nous étions ici le jour même sur ce plateau des attentats de Charlie Hebdo, c'était en janvier 2015, et à l'époque, il y avait eu une véritable unité nationale, et la politique politicienne s'était un petit peu éteinte devant le choc et devant l'émotion. On en est bien loin aujourd'hui, et très vite, cette politique politicienne a repris ses droits. Chacun se déchire, comme vous l'avez parfaitement présenté, et chacun, de la même manière, va essayer d'utiliser la dynamique politique, si j'ose dire, c'est pas un très bon terme. En tout cas, l'actualité au service de cette actualité, cette tragédie au service de ses ambitions politiques. Alors la vraie question, est-ce que Gérald Darmanin va pouvoir utiliser ce drame pour remettre sur le métier, sur l'ouvrage, sa loi qui est encalminée depuis 1 an, on le chronique d'ailleurs suffisamment ici, cette loi immigration, évidemment, ce sont ses arguments. Il espère pouvoir terrasser les oppositions qui expliquent à droite et à l'extrême droite que cette loi, il y en a eu 23, il faut le dire, en 20 ans, 23 lois immigration, n'est qu'un énième avatar qui ne permettra pas de lutter contre les problèmes de l'immigration et ses dérives avec délinquance, insécurité et terrorisme. Bon, là, la partie d'échec ne fait que commencer ou que recommencer, puisqu'on voit que, comme vous le dites, il explique qu'avec sa loi, ce terroriste aurait été expulsé et que la droite et le RN expliquent qu'il n'en est rien, parce que Jordan Bardella demande même la démission du ministre de l'Intérieur. Donc il est une fois de plus sous pression, mais en tout cas, la situation nouvelle, la nouvelle donne va peut-être lui permettre de relancer son texte. Oui, et il dit même, il assume d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme en disant maintenant ça suffit. Au nom de la protection des Français, on peut bien avoir une amende de la CNDH. CEDH. Oui, vous avez raison, et c'est un vocabulaire ou en tout cas une rhétorique martiale, hein, en tout cas. C'est une rhétorique que l'on a toujours entendue du côté de l'extrême droite. Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises, son père le disait déjà, ça suffit avec les droits de l'homisme. Et c'est vrai que l'entendre dans la bouche du ministre de l'Intérieur aujourd'hui fait un peu froid dans le dos. Il y a beaucoup de confusion, je trouve, parce que là aussi, c'est-à-dire que... Alors ce qui fait froid aussi dans le dos, Pierre, c'est que peut-être que ce garçon, s'il avait été expulsé ou si sa famille avait été expulsée, Est-ce que vous croyez que le danger ne vient que de l'extérieur? On l'a vu dans les différents... Non, mais je pose une question. Je vous réponds, je vous dis, on a le sentiment, et c'est d'ailleurs le problème que met dans le débat public ce texte, c'était qu'on a le sentiment que le danger ne viendrait que de l'extérieur. Comme si dans notre territoire à nous, il n'y avait pas des gens qui étaient radicalisés, qui pouvaient passer à l'acte. Et d'ailleurs, souvent, les spécialistes... En l'occurrence, que ce soit Samuel Paty sont des Français, beaucoup, ou Dominique Bernard... Ce sont beaucoup des nationaux, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Quand il y a des actes terroristes, ce sont des gens qui ont la nationalité des pays dans lesquels ils agissent. Donc ce que je veux dire, c'est que on se trompe en voulant faire croire que l'étranger serait la figure de l'ennemi, comme si le danger ne viendrait que de l'extérieur. Donc ce que je veux dire, c'est, y compris d'ailleurs s'il y a des expulsions, rien n'empêche les personnes expulsées de revenir sur le territoire et de commettre des crimes. Mais on sait très bien que quand il y a des moments comme ceux-là qui nécessitent effectivement une union nationale, une communion nationale même, il y a toujours cette tentation politique de vouloir répondre par la loi, par le renforcement des dispositifs. D'ailleurs, nous, on interrogeait d'ailleurs des députés de la majorité qui nous disaient ça va être, pour le citer, on le publie cette semaine dans Politis, ça va être sale, très sale sur le plan des droits humains, cette loi immigration au lendemain de l'acte terroriste d'Arras.
C'est vrai que c'est problématique quand on entend qu'on se fout de l'avis de la CEDH, la Cour des droits de l'homme, parce que quand même, c'est quand même profondément ça qui risque de nous arriver. C'est-à-dire c'est la question des droits humains qui va être mis de côté, c'est la question de la tradition d'accueil et d'asile en France qui va être aussi profondément attaquée. Mais Pierre, il n'est pas question d'expulser des gens innocents qui n'ont rien fait. Peut-être aussi vous avez lu l'interview de Sacha Houlier ce matin dans Libération? Non. Pourtant, c'est pas le plus. C'est pas l'aile gauche. Il est censé être l'aile gauche. Et il dit, et justement, la question lui est posée, il n'y a pas un risque avec cette loi qu'on expulse des gens juste par suspicion. Et il prend pour modèle justement ce cas-là, et le cas de l'assaillant d'Arras, en disant oui, mais il y avait des faisceaux d'indices, il avait un frère qui avait été déjà condamné, il avait un père qui avait été expulsé. Et donc, sur cette base-là, on aurait dû expulser cette personne. Je trouve que c'est un peu limite, en tout cas en termes de droits humains et de cadre juridique. Si vous voulez, le fait qu'après chaque attentat, il y ait un assaut de posture martiale et de posture très politicienne, où chacun fait effectivement assaut de fermeté et de positions impitoyables. Bon, ça fait partie de la politique. Après, je pense quand même que sur ce cas, il y a un gros problème. Enfin, cette famille, à l'évidence, n'avait rien à faire en France. Elle aurait dû être expulsée depuis bien longtemps. Le père était radicalisé. On a eu toutes les peines du monde à l'expulser. Visiblement, des violences intrafamiliales étaient commises par ses enfants et donc par l'assassin de cet enseignant d'Arras à l'égard de sa mère. Et il s'avère que, c'est triste, mais il faut le dire, il s'avère que des associations de défense des droits de l'homme, des associations de gauche, avaient, au moment de leur expulsion, qui était efficiente et qui allait se faire, ils allaient être renvoyés vers la Russie, eh bien, ces expulsions ont été empêchées par ces associations. Et le ministère de l'Intérieur, à l'époque, a empêché ces expulsions. Donc je pense qu'il y a quand même un gros problème et que, oui, les droits de l'homme, bien sûr, sont intangibles. Oui, le droit d'asile est intangible, mais bien évidemment, il ne doit pas servir de protection à des gens qui viennent ici, qui ne respectent pas les lois de la République, qui viennent faire du prosélytisme à minima et bien pire, du prosélytisme islamiste, des djihadismes et des attentats. Et on le voit encore avec cet attentat qui a eu lieu à Bruxelles, mardi, où 2 Suédois ont été tués par un djihadiste tunisien. Je veux dire, il ne s'agit pas de pointer les étrangers, là où vous avez raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'ériger la figure de l'étranger comme le mal absolu et le criminel en puissance, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Et je crois que, pour le coup, là, je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, mais je crois que Darmanin a raison en disant que la protection des Français, empêcher un attentat vaut sans doute une condamnation par la communauté, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je veux juste dire une chose, c'est que je ne suis pas sûr que la question de l'expulsion soit l'alpha et l'oméga de la défense des intérêts de la nation. C'est pour ça que je dis la figure étrangère, comme si ça venait de l'extérieur. La personne aurait été expulsée, elle aurait pu revenir par une autre porte en France et commettre un acte terroriste. Peut-être, mais elle n'avait rien à faire en France et il aurait fallu l'expulser. Je ne sais pas s'il fallait l'expulser parce qu'on expulse une personne, les personnes reviennent souvent. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas par là qu'on va régler le problème. Je pense qu'il faut que la justice française puisse mettre... C'est sûr que si on les expulse pas, le problème va se poser encore. On a une justice en France. Les gens peuvent être condamnés à des peines de prison, peuvent être... Enfin, je veux dire, moi, je fais confiance dans la justice française. Plutôt que d'expulser les gens et ne plus avoir la maîtrise sur les personnes qui peuvent revenir encore une fois sur le territoire français, je préférais que la réponse soit judiciaire et non pas de l'ordre de l'expulsion. Encore une fois, les personnes, on le sait, quand il y a des EQTF ou quand il y a des expulsions d'étrangers sur le territoire, ils reviennent en France. Mais qu'est-ce qui vous dérangerait, Pierre, ce que j'aimerais comprendre, ce qui vous dérangerait d'expulser quelqu'un qui, effectivement, ne respecte pas ni les lois de la République, qui bat sa famille et qui est quand même suspect. Prosélyte, islamiste, voire djihadiste. Qu'est-ce qui vous choque? Je viens de vous répondre, Roselyne. C'est pas la Russie qui va condamner cette personne. Donc ça veut dire qu'il revient en Russie et il va revenir en France. Il peut revenir en France, commettre un attentat comme il l'a commis là. Mais si là le problème, ça vous choque qu'il soit expulsé? Ce qui me choque, c'est que là, on se débarrasse d'un problème sans se dire que le problème peut revenir sur le territoire français. Donc je préfère que la justice française se saisisse de cette chose. Il y a des peines de condamnation à la prison, il y a des peines de chemins tortueux. Non, vous ne m'écoutez pas. S'agissant des étrangers. Non, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Je vous dis, la personne part à l'étranger, elle peut revenir sur le territoire français. Elle peut probablement. Et je préfère que la justice française se saisisse de cette chose-là et enferme ou en tout cas punisse à des condamnations de prison ces personnes. Cessons d'être naïfs. Je crois que des pays comme la Russie, des pays comme l'Algérie, des pays comme le Maroc, dont sont parfois originaires ces personnes, je crois que les services et la justice de ces pays sont quand même d'une efficacité. Ils n'acceptent pas les retours. Ils acceptent pas les retours
au laissez-passer consulaire, mais je crois qu'en termes de laxisme, on est quand même très au-delà de ce que font ces pays. Est-ce que si jamais on renvoie, mettons, un islamiste en Algérie, au Daghestan, au Maroc, mais je ne crois pas qu'il aurait les mêmes libertés et les mêmes possibilités dont il peut jouir ici. Vous savez bien le problème qu'il y a eu entre la France et l'Algérie, c'est que l'Algérie n'accepte pas le retour des étrangers. Il y a un problème de laisser-passer consulaire, bien sûr, mais une fois que ce problème, si ce problème est réglé, je ne vois pas pourquoi, au nom d'une idéologie effectivement qui est droit de l'homiste, on peut le dire, pourquoi on accepterait que ces personnages continuent à faire à minima du prosélytisme et à maxima des attentats chez nous et tuent des professeurs, des journalistes, des juifs dans des écoles ou qui que ce soit dans la rue. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter d'être laxiste, fermer les yeux, il faut faire évoluer le droit. Voilà. La réponse de fermeté, pour moi en tout cas, si on veut vraiment sécuriser les Français, c'est pas de dire on met le problème à l'extérieur, on laisse les pays qui peut-être peuvent accueillir, c'est une justice française qui condamne les personnes qui sont soupçonnées ou qui ont commis des actes. Il ne faut pas sous-estimer non plus que les prisons manquent aussi de place. C'est ce que j'allais vous dire. Et qui vivent dans des conditions. Et les quartiers, comme il n'y a plus de place, on expulse les gens. Non, les quartiers, Pierre, la prison n'est pas non plus une solution. Vous savez très bien que les quartiers qui sont spécialisés dans l'enfermement des djihadistes, les quartiers où on enferme les radicalisés, sont des nids de radicalisation, encore pire, où des délinquants qui ne sont même pas à l'origine radicalisés se radicalisent eux-mêmes. Ça veut dire qu'il faut pas réformer ça ? Non, mais je suis désolé, la prison n'est pas... Vous dites que l'expulsion n'est pas une solution, mais la prison est-elle vraiment une solution ? On fait des nids de djihadistes où les gens, vous avez bien vu qu'encore une fois, dans cette affaire d'Arras, il y a des connexions avec des gens qui sont en prison, des radicalisés, qui ont exacerbé les esprits, exacerbé la haine, et qui sont aussi sans doute à l'origine de cet assassinat. Vous avez raison, la prison n'est pas toujours la solution. Donc il faut être nuancé aussi. Je crois que la justice française a beaucoup plus intérêt à intervenir sur des cas comme cela plutôt qu'à laisser les gens à l'extérieur qui sont possiblement, encore une fois, des personnes qui reviennent sur le territoire. Pardon, mais je pense ces gens-là qui ne bénéficieraient pas, parlons des étrangers, parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont aussi commis des attentats. On parle bien sûr de Charlie Hebdo, du 13 novembre, il y avait beaucoup de Français dans le lot. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que des étrangers, quand il s'agit d'étrangers qui viennent ici, qui bénéficient des droits de l'homme, de notre protection républicaine, du droit d'asile, les bafouent et en profitent pour commettre des attentats. Je suis désolée. Ils doivent pouvoir avoir affaire à la justice française. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite. Explorez le monde du café en grains avec la nouvelle DeLonghi Rivelia et ses bacs à grains interchangeables. Nouvelle DeLonghi Rivelia, changez de café en grains selon vos envies. Perfetto. Produit lauréat du Grand Prix de l'innovation de la Foire de Paris. Pourquoi préférer la MAF ? Imagine, on tombe en panne, là maintenant au milieu de nulle part, on fait quoi ? J'appelle la MAF. Et ils vont faire quoi, la MAF ? La MAF, on nous géolocalise, on nous dépanne et on nous prête un véhicule. Ouais. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF. Ah, t'es là, toi ? Je l'adore. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route ? Une refaites, non ? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 199 € par mois, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Citroën IC4 et nouvelle IC4X électrique. Disponible jusqu'à 420 km d'autonomie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 2 heures d'informations non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. Nous allons couvrir cet après-midi évidemment cette arrivée de Joe Biden en Israël, le président américain qui a atterri ce matin à Tel Aviv, qui rencontre en ce moment même Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien, à qui il a réitéré il y a quelques instants son plein soutien. Alors que la colère reste forte au lendemain d'une frappe menée sur un hôpital de Gaza, c'est sur une ligne de crête que le chef de la Maison-Blanche évolue aujourd'hui. Décryptage dans quelques instants avec Gauthier Rebinski.
Israël qui continue de nier son implication dans les derniers événements à Gaza. Preuve à l'appui, le porte-parole de l'armée a renouvelé son démenti face caméra, renvoyant la balle dans le camp palestinien. L'État hébreu qui évoque le tir d'une roquette du Hamas. Le mouvement islamiste qui parle, lui, d'un bombardement israélien. L'hôpital était visé ces derniers jours par un ordre d'évacuation israélien. Le drame a en tout cas coûté la vie à des centaines de civils. Ce carnage humain dénoncé de toutes parts aujourd'hui par le camp occidental, mais aussi évidemment dans la région. De nombreux voisins s'expriment, amis, alliés des Palestiniens. Ils ont crié une partie de la nuit leur colère face à ces nouveaux morts. Plusieurs ambassades ont été prises pour cible. 3 jours de deuil ont été décrétés par Mahmoud Abbas. Le Hezbollah libanais appelle lui à une journée de la colère. On va retrouver dans cette édition notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami, la Jordanie où devait avoir lieu cette réunion quadripartite en compagnie de Joe Biden et annulée. Les manifestations, vous le verrez, se poursuivent. Le monde s'est donc réveillé ce matin, horrifié par ce nouveau drame au Proche-Orient. Hier soir, un hôpital de Gaza, bondé de civils, a été pris pour cible, visé par une roquette ou un bombardement. Aucune certitude à ce stade. Le Hamas évoque un bombardement israélien. L'armée israélienne qui a de nouveau démenti ce matin toute responsabilité parle plutôt d'un tir de roquette palestinien. Elle présentait tout à l'heure les preuves de sa non-implication dans ces événements. Les bilans, eux aussi, varient d'un camp à l'autre. On parle de 200 à 500 morts. Le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui dénonce un massacre, a décrété 3 jours de deuil. Regardez. Les ambulances sont affluées toute la nuit dans cet hôpital du centre de la ville de Gaza. Les secouristes y transfèrent les victimes de l'explosion d'une autre structure, l'hôpital d'Al-Ali Arab, situé à 3 km de là. L'immeuble a été éventré par une frappe mardi soir, provoquant la mort de centaines de personnes et autant de blessés. Des soignants, des patients et d'autres Gazaouis pris au piège, alors qu'ils y avaient trouvé refuge depuis le début de la guerre il y a 11 jours. Près de 4000 personnes y résidaient. Des centaines de victimes seraient encore sous les décombres. Les civils qui ont perdu leurs abris ont trouvé refuge dans des hôpitaux. En plus, bien sûr, des centaines, voire des milliers de blessés qui sont pris en charge. Donc, il est fort à parier qu'on est sur un constat probablement important de victimes liées à ce bombardement. Presque immédiatement après la frappe, le Hamas a désigné Israël comme responsable et a appelé à une condamnation unanime. J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, les institutions juridiques, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à condamner clairement ce terrible massacre. Ce silence doit cesser. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette l'accusation du Hamas. Tsahal l'affirme, le bombardement sur l'hôpital à Gaza est dû à un raté d'une roquette lancée par le groupe djihad islamique. Voilà la situation après le bombardement. Il n'y a pas de dégâts structurels sur le bâtiment. Les murs sont restés intacts. Il n'y a pas de cratère ici. Donc, tout ce que je viens d'énoncer, tout ce que je viens de dire, montre que ça ne caractérise pas un bombardement du parking avec une munition aérienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par les centaines de morts dans l'attaque sur l'hôpital gazaoui et a prôné un cessez-le-feu immédiat dans le conflit. Voilà pour ces explications, de nouveau, preuve à l'appui des Israéliens ce matin. Les Américains, eux, pleurent avec les Israéliens. Voilà les mots prononcés par Joe Biden depuis Tel Aviv. Vous l'avez suivi en direct à nos côtés. Le président américain est arrivé en Israël, à qui il réitère son plein soutien. Les États-Unis feront en sorte qu'Israël dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre, a dit tout à l'heure le chef de la Maison-Blanche, qui rencontre en ce moment même Benjamin Netanyahou. Il évolue, on le sait, aujourd'hui sur une ligne de crête, le président américain, au lendemain de cette frappe menée sur un hôpital de Gaza. Chaque mot compte.
Il était attendu sur cette question délicate. Je vous propose de l'écouter. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion qui a eu lieu hier à l'hôpital de Gaza. D'après ce que j'ai vu, il semble que ce soit l'autre partie qui l'ait commise, pas vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs. Voilà, jeu d'équilibriste pour Joe Biden, s'exprimer sur ce dossier, cette frappe, tir de roquette ou bombardement, on ne sait évidemment toujours pas. Joe Biden qui s'est exprimé de façon très prudente, malgré tout ce matin. Oui, vous venez de le dire, pour lui c'est une épreuve qu'il n'avait pas anticipée et qui, évidemment, comme chaque tragédie au Proche-Orient, et, si on veut bien le voir d'une manière froide ou cynique, est extrêmement compliqué pour celui ou celle qui s'engage à jouer un rôle, quel qu'il soit, enfin plutôt un rôle de médiateur, et les États-Unis qui en plus ont délaissé, à cause de l'administration Trump, du passage de Trump à la Maison-Blanche, et aussi parce que même l'administration Biden, quand elle a pris le relais, n'est pas, si vous voulez, obnubilée par la question du Proche-Orient comme elle l'est par la question chinoise, eh bien tout ça produit non seulement un retard dans les renseignements, un retard aussi dans l'implication politique et un retard aussi dans la pratique des acteurs de ce terrain-là. Et du coup, si vous voulez, vous avez à la fois le ressenti américain par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, ressenti qui est d'autant plus fort qu'il y a évidemment, y compris dans l'administration américaine, des personnes qui sont, alors toute la palette est possible, qui se revendiquent comme juifs, d'origine juive ou sympathiques ou sympathisants avec Israël, etc. Et ça a fait très mal. Deuxième terre d'accueil de la communauté dans le monde. Alors exactement, bien sûr. Avec toujours une erreur que commettent les présidents américains, mais je pense qu'ils le font sciemment, c'est qu'il n'y a pas, ici comme ailleurs, aux États-Unis comme ailleurs, il n'y a pas de vote juif en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est juif qu'on vote à droite, à gauche, au centre. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en France et ailleurs. Mais on pense toujours à ça. Vous voyez, dans la fantasmagorie entre guillemets de l'antisémitisme, il y a l'idée que le vote juif est un bloc. Alors, bien sûr, il y a des lobbies, il y a l'AIPAC aux États-Unis, mais ça ne signifie pas qu'il y ait vraiment une répartition tranchée du vote. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois la nécessité pour Biden de recoller à l'actualité, de courir après l'actualité, de maintenir sans embâche et sans ambiguïté que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire quoi? C'est un pogrom. C'est un pogrom, c'est parce que les gens sont juifs qu'ils ont été attaqués. C'est parce qu'ils sont juifs que les bébés, s'ils pouvaient l'avoir compris, qu'ils ont été touchés, qu'ils ont été tués. Donc c'est ça qu'il réaffirme. Mais dans le même temps, et l'affaire de cet hôpital, elle est quand même significative de toutes les ambiguïtés que peuvent receler ce dossier. Quand vous entendez, l'autre jour, c'était je pense le 8 octobre ou le 9 octobre, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a sans doute des reproches à se faire, et qui a dit, avant l'opération aérienne sur Gaza, qui a dit nous allons fermer l'eau et l'électricité parce que nous avons affaire à des animaux. Personne, très peu, en dehors, ont réagi à cette qualification infamante qui assimile les gens de Gaza aux terroristes, tous. À partir de là, on pourrait se dire, oui, il y a une justification. Oui, il y a quelque chose qui relève du continuum. Mais vous savez aussi très bien que de l'autre côté, une organisation comme le djihad islamique, qui appartient à Téhéran, qui prend ses ordres à Téhéran, aurait très bien pu commettre une chose pareille, justement pour essayer de desserrer l'étau. Et pareil pour le Hamas. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu absolument abominable dans la mesure où personne, aujourd'hui, ne tient compte, malgré la façade, malgré la vitrine, des civils qui sont à Gaza, de la même manière que le commando du Hamas, évidemment, avait pour objectif de faire le maximum de morts. On en est là, c'est-à-dire que au lieu de considérer le fond de l'affaire, qui est cette situation, on va se disperser, pardonnez-moi, mais on va se disperser sur la question de savoir qui l'a fait. La question, elle est plutôt de se demander comment on en arrive au fait qu'il y ait une faction, ou une fraction en l'occurrence, qui ait été capable de commettre ce crime-là. Et c'est ça aussi qui est difficile pour un Biden, c'est que non seulement il faut se remettre dans le
dans le bain de ce dossier, mais il faut être aussi conscient et hyper conscient des pièges qu'il recèle. Et ça, vous avez raison, je rejoins votre terminologie, c'est pour Joe Biden être sur une ligne de crête complètement. Voilà, toute la journée, on va le suivre. D'ailleurs, évidemment, sur cette antenne, de nombreuses réactions depuis hier soir. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, a souligné Emmanuel Macron, qu'on va suivre en direct dans quelques instants, puisqu'il doit s'exprimer lui aussi depuis l'Elysée. De Washington à Berlin, en passant par Paris, les Occidentaux réagissent avec force pour dénoncer l'horreur de ces dernières heures. L'Allemand Olaf Scholz se dit horrifié. Il appelle à une enquête approfondie. Plusieurs hauts responsables de l'ONU, dont le secrétaire général, ont condamné cette frappe qualifiée de totalement inacceptable. À la demande de la Russie et des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l'ONU va d'ailleurs se réunir cet après-midi en urgence à 16h heure française, avec pour objectif de tenter de trouver une position commune sur ce conflit. Peu après l'explosion, en tout cas hier soir, la colère a gagné les rues de grandes villes de la région. Des manifestations ont éclaté un peu partout dans la zone, en Cisjordanie, en Jordanie, en Turquie, en Iran, mais aussi en Tunisie. Images, vous allez les découvrir, on me l'indique à l'instant, de la Tunisie, images en direct de ces rassemblements et de cette colère qui continue donc de s'exprimer. Plusieurs ambassades occidentales israéliennes, mais pas que, ont été prises pour cible. Les ambassades américaines, françaises ont été visées ces dernières heures. Au Liban, le Hezbollah a même appelé à une journée de la colère. Résumé des faits en images tout de suite avec Marc Pope. Au cœur de Ramallah, ces manifestants crient leur colère. Tous viennent d'apprendre la nouvelle du bombardement de l'hôpital de Gaza. Leur rage est dirigée contre Israël, mais aussi contre Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qu'ils accusent de complaisance avec l'État hébreu. Mahmoud Abbas, qui se trouvait en Jordanie, est rentré à Ramallah pour présider une réunion d'urgence. À Amman, justement, des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'ambassade israélienne avant d'être repoussés par la police. Tous dénoncent un crime de guerre. Il piétine les lois humanitaires internationales. L'accord de Genève le stipule clairement, les centres médicaux et les hôpitaux ne doivent pas être visés. On assiste à un crime contre l'humanité approuvé par les Américains. Autre colère, celle des Tunisiens. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour dénoncer la complicité des alliés d'Israël. Nous sommes descendus dans les rues pour demander rien de moins que l'expulsion des ambassadeurs américains et français et rien de moins que d'expulser les ambassadeurs des pays agresseurs. C'est très important pour les Tunisiens. Réaction identique au Liban, où les manifestants ont été dispersés par la police. En Iran, pays soutien du Hamas, les habitants ont brûlé des drapeaux israéliens et américains et tenu une veillée en mémoire des victimes du bombardement. Voilà, je vous le disais, cette colère qui continue de s'exprimer aujourd'hui encore. On avait les images en direct à l'instant de Tunisie. Colère également en cours dans les rues de Jordanie. On retrouve tout de suite à Amman notre correspondant Mohamed Erami. Bonjour Mohamed, vous deviez couvrir aujourd'hui la réunion quadripartite qui devait se tenir en présence du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a donc quitté les lieux, rendez-vous annulé. Joe Biden ne viendra pas en raison de ces manifestations. On l'aperçoit au loin derrière vous. On continue de manifester au moment où l'on se parle à Amman. Oui. En fait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous pouvez le voir derrière moi. Les manifestants sont en train de quitter la place El Khalouti où la manifestation était autorisée. Ils vont rejoindre l'ambassade israélienne pour demander la fermeture de cette ambassade israélienne. On sait que des manifestations se tiennent dans tout le pays, ici en Jordanie, à Aqaba, à Irbid, pour réclamer justement un cessez-le-feu et montrer le soutien à la Palestine. On peut rappeler ici qu'une personne sur deux en Jordanie a des origines palestiniennes, d'où l'engouement dans ces manifestations. On a vu la visite du président américain qui était très contestée dans la rue, qui a été annulée suite à l'attaque de cet hôpital à Gaza. À l'annonce de l'attaque de cet hôpital, des manifestants ici en Jordanie ont tenté, ici même sur cette place hier soir, d'entrer dans l'ambassade d'Israël israélienne d'Amman. Une dizaine de personnes ont pu franchir les barrières de sécurité et atteindre même l'entrée de l'ambassade israélienne. Un drapeau israélien a même été brûlé devant l'ambassade. Au lendemain de ces événements, vous l'avez compris, la situation
est monté d'un cran en 24 heures ici, mais jusqu'où s'interrogeaient quelques manifestants qu'on a pu interroger. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman El Safadi, a annoncé que 2 avions militaires décolleront de Jordanie avec de l'aide humanitaire direction l'Égypte pour approvisionner un hôpital militaire jordanien qui existe actuellement à Gaza. Merci Mohamed Erami en direct d'Amman. Voilà ce que l'on peut vous dire en 7 heures, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Merci à vous Gauthier. On marque une pause tout de suite, c'est votre rendez-vous culturel à l'affiche présenté par Louise Dupont et Thomas Borez. C'est cool, autant que ça serve. Je le fais déjà dans mon jardin, moi. Je le recycle déjà avec mes tomates. Je suis pas surpris. Je trouve ça bien, une bonne initiative. Apparemment, l'urine